Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder ceci. C'est un cylindre monté sur avion qui sert à quoi? Alors, ça s'appelle un MX1361/SQ8. Ça ne vous dit rien du tout. Numéro de série 36, donc c'est un petit numéro de série. Bien entendu, c'est une désignation américaine. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que c'est marrant parce que là, ils ont pris la forme en fait d'une plaquette signalétique, comme s'ils avaient rifté une plaquette sur le boîtier, mais non, c'est une impression, c'est peint. Donc le numéro de série, lui, est fait avec un tampon apparemment, numéro 36. Sur le côté, on a une nouvelle fois la même chose avec la prise pour le connecter et les vis de montage. Donc qu'est-ce que c'est que ceci? C'est un détecteur d'anomalies magnétiques. Donc à quoi peut servir un détecteur d'anomalies magnétiques dans un avion? Ça n'est pas pour survoler les champs de patates à la recherche de pièces gallo-romaines ou de reliques de la guerre comme des morceaux d'obus, non. C'est pour survoler l'océan à la recherche de sous-marins soviétiques. Donc ça doit venir d'un avion de l'aéronaval, probablement un P-3 Orion ou un Breguet Atlantique. Et c'est une sorte de grosse antenne de détecteur de métaux. Donc le boîtier bien entendu n'est pas en métal, en tout cas pas en métal magnétique. Ça c'est une sorte de fibre de bakélite, quelque chose comme ça. Par contre il semble que la plaque en bas est quand même en aluminium. Les vis sont typiquement américaines. Et concernant le fabricant de cette chose, je n'étais pas sûr du fabricant, là ça n'est pas indiqué. Mais de ce côté-ci, on a un tout petit logo que les connaisseurs reconnaîtront. Regardez bien la forme. Oui, c'est un logo Texas Instruments. Donc ils n'ont pas fait que des calculatrices. Apparemment. Alors, je ne suis pas sûr de la date de fabrication de ceci. Il me semble qu'il n'y a pas de date à l'intérieur, mais ça a l'air assez ancien. Je dirais peut-être années 60. 60, début 70, probablement pas beaucoup plus récent que ça. Donc oui, on a une plaque en aluminium au bout. Et là, on voit l'intérieur avec donc le cylindre extérieur qui est en une sorte de bakélite, oui, qui s'enlève tout simplement comme ça en tirant dessus. Et voici ce que nous avons à l'intérieur. Donc on a en fait ce qui semble être 3 bobines, 3 inductances dans les 3 directions en fait, montées en X, Y, Z plus ou moins. On peut voir la structure qui est constituée donc de ces pièces en aluminium attachées ensemble par ces barrettes ici longitudinales. Là les vis de montage qui sont avec des vis classiques boulonnées comme ça à l'intérieur. Et donc on a 3 fois la même chose, le connecteur qui arrive, les câbles qui sont répartis partout. La plaque au bout, là, il n'y a rien de spécial. Et donc 3 fois la même chose. Donc il y a ces bobines. C'est assez évident qu'elles sont fabriquées par Texas Instruments Dallas, Texas, comme par hasard. On a des caractéristiques. Entrée 2 à 18 mA. Finesse ou précision, ok. Une sortie à 100 et un symbole que je ne connais pas, ce serait peut-être un symbole pour mesurer un champ magnétique. Et un numéro de pièce. Et on a 3 fois la même chose. Oui, mais pas la même caractéristique. Celle-là, elle est à 100 de sortie. Celle-là, elle est à 98.5. Alors, est-ce que ça a une importance que celle à 98.5 soit là, celle à 100 soit là ou pas?
où ils ont simplement mesuré les valeurs et après c'est l'électronique qui est derrière qui gère ça, je ne sais pas. De toute façon, il n'y a absolument aucune information là-dessus. Donc on a des petites choses dedans. On a donc 4 contacts. Apparemment, il doit y avoir 2 bobinages là-dedans. On a ici des résistances. Et là, quelque chose d'autre. Donc on peut voir, il est marqué sur les désignations R pour les résistances. L apparemment pour les bobinages, comme sur un circuit imprimé en fait. Et ça, c'est aussi une R, quelque chose. Mais c'est pas du tout une résistance d'une forme classique comme vous pouvez voir. Elle tient avec 4 vis, 4 boulons même, qui arrivent de l'autre côté ici. Donc on a ces pièces en bakélite qui séparent. On a le cylindre autour en bakélite qui est collé et probablement à l'intérieur des bobinages en cuivre, mais comme vous pouvez voir c'est entièrement collé, donc je ne pourrais pas les ouvrir plus que ça sans faire de dégâts, ce qui serait quand même dommage sur une pièce aussi rare que ça. Donc on a ce machin, je vais essayer de le mesurer avec mon testeur de composants. Donc on a 2 résistances, 3 même, et ce truc là. Je vais me brancher comme ça. Ça dit quoi? Oui, ça dit c'est une résistance de 1066 ohms. Je vais en tester un autre juste pour voir si on a la même valeur. Là on voit le faisceau de câble. Donc c'est vraiment... Alors est-ce que c'est une résistance qui va varier avec la température peut-être? Quelque chose comme ça. 1057, oui, on n'est pas trop loin. Celle du milieu, je pourrais pas parce qu'elle n'est pas accessible à cause du reste des 2 autres bobines. Vous pouvez voir, c'est complètement pris en sandwich là. Voilà, donc ce truc est assez lourd. Hein. Ça pèse peut-être 3-4 kg, quelque chose comme ça. Donc on a simplement 3 bobines dans les 3 axes. Après, je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Donc si c'est comme un détecteur de métaux, en fait, il doit y avoir une partie émission et une partie réception. On envoie un champ magnétique avec les bobines et on regarde s'il est déformé au retour, quelque chose comme ça. Je ne suis pas expert en détecteur de métaux, donc je sais que les détecteurs modernes peuvent même détecter les métaux non ferreux, ce qui relève un peu de la sorcellerie, je pense. Et même identifier les métaux, identifier la quantité, identifier la profondeur, etc. Différencier ce qui est de la pure ferraille de ce qui pourrait être plus intéressant que de la ferraille. Là, a priori, si on veut détecter un sous-marin, c'est bien de détecter la ferraille, parce que c'est quand même constitué à 90% de ferraille. Et probablement, on doit vouloir être capable de le détecter, non seulement en étant à une certaine altitude, au-dessus de l'eau, peut-être pas énorme, mais quand même une certaine altitude, au moins une marge de sécurité, je dirais. 50 ou 100 mètres, ça semble quand même pas mal. Et détecter quelque chose qui est à une profondeur X, donc il peut être à 20 mètres sous l'eau, comme il peut être à 250 mètres ou quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'il y a une marge de tolérance, s'il est trop profond, on ne pourra pas le détecter. Mais là, c'est le genre de chose qui n'est pas vraiment documenté. Et je pense que c'est encore utilisé d'ailleurs sur les avions modernes pour la détection des sous-marins, peut-être sous une autre forme. Et il y a aussi toute une histoire d'un réseau de balises posées sur le fond de l'océan, dans l'Atlantique et dans le Pacifique. Ça a été installé dans les années 60 ou 70 par les États-Unis. Donc un réseau de bornes de détection anti-sous-marines, probablement des bornes de détection acoustiques qui vont détecter les bruits des moteurs des sous-marins, qui sont reliés ensemble par des câbles et qui permettaient donc d'avoir aux États-Unis de connaître l'activité en termes de sous-marins dans les océans. C'est quelque chose qui n'est pas très documenté. Il existe, il doit toujours être en place parce que je ne pense pas qu'il soit allé le démonter. Il est peut-être plus en service.
ce serait probablement quelque chose de très intéressant à récupérer et à démonter, une de ces balises de détection anti-sous-marine. Mais ça va pas être facile d'aller les chercher, si c'est à 5000 mètres de profondeur dans l'Atlantique. Voilà. Donc c'est tout pour ça. Une très jolie pièce, comme vous pouvez voir. Assez très bien construit. Je l'avais trouvé sur eBay comme d'habitude. Je sais plus où et quand. Ça remonte un bout de temps, ça fait longtemps que je l'ai ça. C'était pas cher il me semble. Et c'était assez intéressant. Surtout que je ne m'attendais pas à voir ça dedans en fait. C'était la surprise. Ça a été vendu comme un cylindre noir et un mois découvrir à l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu. A bientôt. Merci d'avoir regardé.